En Formule 1, on a deux grands débats sur lesquels on arrive quasiment à jamais être d'accord. Qui est le plus grand champion du monde de l'histoire de la Formule 1? Et est-ce que telle ou telle pénalité est méritée ou pas? Aujourd'hui, on va voir ensemble le système de pénalité en Formule 1 pour que l'on comprenne ou qu'on tente de comprendre parfois pourquoi on les trouve sévères et parfois pourquoi on ne les trouve pas assez sévères. On va essayer d'y apporter une explication, mais c'est pas sûr qu'on y arrive. Pendant que j'y pense, je vous laisse un lien dans la description qui vous donne 15% de réduction avec le code DESPIELO sur la marque Reyes qui sponsorise cette vidéo. Voilà, bon allez, je vous laisse avec ça. Maintenant, générique. Comme dans la majorité des sports, il y a des règles et si vous ne suivez pas ces règles, vous écopez de sanctions. Bref, oui, depuis notre plus tendre enfance, il y en a pour qui ça ne pose pas de problème et d'autres pour qui un carnet de liaison, ça suffit pas à faire l'année. Et c'était pas mon cas. Avec la complexité qu'est la Formule 1, des règles et des sanctions, il y en a un paquet. Il y en a qui sont plus ou moins sévères et on pourrait les différencier en plusieurs catégories. On va d'abord parler de réprimande, ce qui est moins sévère que la pénalité. En fait, une réprimande en général, c'est un discours que l'on fait à quelqu'un pour lui montrer ses torts, ses erreurs et l'engager à les corriger. En gros, c'est quand vos parents ou vos profs vous engueulent parce que vous avez fait une petite connerie et que la prochaine fois, il y aura punition. En Formule 1, on peut réprimander un pilote pour avoir loupé l'entrée dans les stands, comme cela a été le cas de Lando Norris dans les derniers tours du Grand Prix à Sochi en Russie. Il a enfreint une règle, mais étant donné les circonstances et le fait que ce soit probablement plus dangereux qu'il continue avec des pneus secs dans ces conditions que de rentrer au stand mettre des intermédiaires, on lui tape sur les doigts gentiment pour lui dire « Frérot, t'étais pas maître de ton véhicule quand même », ce qui est normalement dans le règlement, faut être maître de son véhicule et t'as loupé ton entrée, mais bon, vu les conditions, on comprend. Au bout de 3 réprimandes, dont 2 concernant des infractions faites directement au volant de la voiture, c'est 10 places de pénalité sur la grille de départ de la prochaine course. 3 réprimandes vous donnent donc une pénalité. J'ai donc divisé en 2 grosses catégories les pénalités possibles pour un pilote de Formule 1. On a des pénalités de procédure et des pénalités en rapport avec le comportement sur la piste. Dans les pénalités de procédure, j'y englobe les pénalités par rapport au changement des éléments du moteur et le non-respect, on va dire, des procédures plus générales, on va dire, demandées par la FIA. Toutes les voitures sont tenues de respecter un quota d'éléments moteurs pour la saison, sous peine d'être pénalisées s'ils en utilisent plus que prévu. Ça, c'était pour éviter, on va dire, d'avoir un moteur neuf pour les qualifications, un moteur neuf pour chaque course, ce qui coûte un paquet de pognon. Vous avez donc le droit d'utiliser 3 moteurs à combustion, donc le fameux V6, 3 MGUH, 3 MGUK, 3 turbos, 2 ensembles de batteries, 2 systèmes de contrôle électronique et enfin 8 des 4 éléments que constitue un échappement en Formule 1. Si vous dépassez ce quota, c'est 10 places de pénalité par élément la première fois que vous dépassez le quota, puis 5 places si vous allez encore un peu plus loin. À partir de 15 places de pénalité sur la grille, on vous fait partir dernier. Petite précision pour les coquins, non, vous ne pouvez pas arriver et dire je prends 5 ensembles moteurs entiers d'un coup et je pars dernier, comme ça le reste de la saison je suis tranquille, j'ai tout plein d'éléments moteurs et je prendrai plus de pénalité donc je suis tranquille. En fait on a une règle qui dit que l'on doit réutiliser les éléments que l'on a déjà entre guillemets en stock ou utilisés et que l'on valide leur mise en stock justement seulement si l'élément prend la piste, auquel cas si ce sont de nouveaux éléments en dehors du quota, et pouf, pénalité. La boîte de vitesse, quant à elle, doit faire 6 grands prix d'affilée, sinon c'est 5 places de pénalité. Voici ce que donnait le nombre d'éléments par voiture avant le Grand Prix de Turquie, et pour la course au titre, Hamilton a seulement pris un nouveau moteur à combustion interne, donc un nouveau V6, son 4e, ce qui lui a valu les fameuses 10 places de pénalité sur la grille. En revanche, il faudra qu'il joue avec tous les éléments qu'il a à sa disposition, qui sont déjà usés, car il arrive à hauteur du quota pour tous, sauf les échappements. Peut-être qu'un ensemble moteur tout neuf en Turquie et partir dernier n'aurait pas été de trop concernant la fiabilité pour la fin de la saison et la course au titre. Bon, on a vu le moteur, maintenant les procédures. Alors, toutes les procédures ont des pénalités associées en cas de non-respect. On a 4 niveaux de pénalité dans le règlement de la FIA pour tout. 5 secondes de pénalité, 10 secondes de pénalité, un drive-thru et un stop and go de 10 secondes, donc la pénalité la plus sévère. Les 5 et les 10 secondes de pénalité sont à prendre au prochain arrêt au stand. La voiture s'arrête, on attend 5 ou 10 secondes et on fait le changement de pneu. Si jamais on ne repasse pas par les stands, on ajoutera ces secondes de pénalité à votre temps de course à l'arrivée, ce qui peut vous faire perdre des places. Le drive-thru, c'est un passage dans la voie des stands sans s'arrêter et à effectuer dans les 3 tours après la décision qui a été communiquée à l'équipe. Le stop and go, c'est s'arrêter 10 secondes à son emplacement dans les stands et repartir sans que les mécaniciens aient le droit de toucher à la voiture ou de changer les pneus.
Ces pénalités ont aussi leur équivalent en secondes de pénalité ou de place sur la prochaine grille de départ. Si on vous donne par exemple un drive-thru à moins de 3 tours de l'arrivée, on vous ajoutera 20 secondes par exemple et 30 secondes pour un stop and go. 5 secondes de pénalité équivaut à 3 places sur la grille, 10 secondes à 5 places, le drive-thru à 10 places et le stop and go probablement à partir dernier. Là, c'est plus dans l'usage, c'est assez rare que l'on voit ça pour le stop and go. Notez qu'en fonction de la gravité des faits et des intentions de l'équipe ou du pilote, la FIA peut aller jusqu'à la disqualification et même au retrait de points au championnat. Racing Point en 2020 s'était vu retirer des points au championnat après la fameuse affaire des Mercedes roses. Bon alors du coup je vais vous donner quand même quelques petits exemples. Par exemple, utiliser des pneus qui ne vous sont pas attribués comme cela a été le cas de George Russell à Sakir en 2020. C'est une infraction au règlement et cela entraîne une pénalité qui entraîne des places de pénalité sur la grille du prochain Grand Prix, soit la disqualification de la course. Au final, Mercedes a prouvé à la FIA qu'une erreur de communication avait été faite au sein de l'équipe et qu'ils avaient tout de suite voulu rectifier le tir en faisant rentrer George Russell au stand. Du coup, les stewards ont été sympas puisque aucun avantage a été gagné. Du coup, on leur a juste donné une petite amende de 20 000 €. Ne pas avoir les pneus montés sur la voiture à 3 minutes du départ du tour de formation, c'est une pénalité de stop and go de 10 secondes. Entrer dans la voie des stands alors qu'elle est entre guillemets fermée comme l'a fait Lewis Hamilton à Monza en 2020, c'est une pénalité qui est un stop and go de 10 secondes, c'est écrit dans le règlement. Des exemples de sanctions, il y en a des dizaines et je ne vais pas tous les citer, mais il y a beaucoup de procédures à respecter pour le bon déroulement d'un week-end de Grand Prix. Et maintenant, on passe au plus gros morceau, les pénalités qui sont associées au comportement en piste. Alors généralement, on parle d'un incident entre deux ou plus concurrents qui entraînent une ou plusieurs voitures, soit en dehors de la piste, soit à entrer en contact directement. Il n'y a que les stewards, donc les commissaires sportifs, qui disent si oui ou non l'action est qualifiée comme un incident et s'il y a une infraction vis-à-vis du règlement. La décision revient toujours aux commissaires. Il y a des cas plus évidents que d'autres, et s'il faut pénaliser ou non, c'est à eux que revient la décision. Les commissaires sont des représentants de la FIA, et depuis maintenant, environ une dizaine d'années, je crois, il y a toujours un ancien pilote qui les épaule dans la prise de décision et qui permet d'apporter un regard expérimenté autre que le règlement lui-même. Il fut un temps où un simple contact résultait d'un drive-thru quasi automatique. C'est d'ailleurs malgré ce drive-thru que Mark Webber a gagné son premier Grand Prix de Formule 1 au Nürburgring en 2009 après un contact avec Barrichello au départ. Les commissaires sportifs ont les 4 types de pénalités à leur disposition, plus des réprimandes si besoin, ainsi que le fameux drapeau noir et blanc qui est une sorte, on va dire, de carton jaune pour signifier un avertissement d'un comportement que l'on qualifie d'antisportif. Il faut bien comprendre que lorsque les commissaires sportifs jugent un incident de course, on cherche à savoir si une voiture est largement responsable ou si justement il n'y en a pas une plus que l'autre et que cela résulte d'aucune pénalité, ce que l'on appelle plus communément un incident de course. Chaque incident est unique et tous peuvent avoir des similarités entre eux, mais c'est faire généralement un petit peu fausse route que de les comparer ensemble. On ne juge que les faits et non pas les conséquences. Qu'une voiture abandonne ou pas ne doit pas peser dans la décision des commissaires sportifs. Le règlement, en ce qui concerne la course entre des concurrents, là on parle de bataille, de combats rapprochés en piste, est assez large et même ambigu. Et on a de la chance, il est écrit en français. Un seul changement de direction pour défendre une position est autorisé. C'est à la fois flou et précis, car en ligne droite, zigzaguer pour tenter de casser l'aspiration est plutôt toléré. Est-ce que c'est de la défense? En quelque sorte oui, mais pas vraiment puisque la voiture derrière ne porte pas une attaque. Le fait de provoquer une collision, visiblement qu'elle soit intentionnelle ou pas, c'est interdit. Et on arrive au fameux « Let them race ». On reviendra sur la saison 2019 de F1 qui a marqué un tournant dans les prises de décision des commissaires dans une prochaine vidéo. La manière, on va dire, d'appliquer les pénalités a évolué. Avant, elle bridait tout combat en piste, on va dire, gâchait souvent le spectacle pour pas grand-chose, et ça s'est amélioré. Et puis je trouve personnellement que ça s'est redégradé malheureusement ces derniers temps. À quel moment on se dit c'est bon, c'est agressif, à la limite du règlement, mais ça passe. C'est aussi ça la course, et à quel moment on se dit eh ben là c'est trop. Un petit contact avec une autre voiture, 5 secondes de pénalité. Tu as pas laissé de place à ton adversaire dans un virage, 5 secondes de pénalité. Un contact avec une autre voiture que tu aurais pu éviter, 10 secondes de pénalité. En fait, il n'y a pas de règle pour dire tel ou tel type de manœuvre, c'est telle ou telle pénalité. C'est toujours en fonction de ce que les commissaires sportifs vont analyser. Ils ont absolument toutes les images à leur disposition et généralement, si le cas est
compliqué, il convoque les pilotes pour pouvoir en discuter. On y voit donc plus facilement une inconstance dans les décisions des commissaires qui, aujourd'hui, ont l'air de pénaliser certains parce que faut pénaliser, alors qu'en vrai, ça pourrait passer. Et on pénalise peu d'autres parce que oui, mais l'infraction n'est pas si grave que ça. En fait, c'est toujours une question de point de vue et donc il n'y a jamais de vérité absolue. Par contre, ce que l'on a peut-être un petit peu perdu au fil des années, c'est le fameux socle commun de compréhension de ce qui est toléré ou non, car ce socle évolue perpétuellement. On pénalise Hamilton de 10 secondes à Silverstone pour un contact avec Verstappen qu'il aurait pu éviter. Et on pénalise Verstappen de 5 secondes, soit 3 places sur la grille de départ, pour un contact à Monza qu'il aurait probablement pu éviter aussi. Sauf que les pilotes réfléchissent de manière inverse. Ils ne vont pas tenter un dépassement en se disant « j'aurais pu faire autrement ». Ils tentent un dépassement en espérant que ce soit la bonne manière de le faire et c'est pour cela qu'on regarde justement des Grands Prix de Formule 1. Avec du recul, j'ai envie de dire c'est pas déconnant non plus les sanctions sur Hamilton et Verstappen. L'un prend un mur à 230, l'autre se fait rouler sur la tête, un partout, ça joue quoi. Ça, c'est des conséquences. Dans ces deux cas, en fait, j'aurais préféré qu'on ne mette pas de pénalité car on est dans des situations qui sont vraiment ambiguës, entre guillemets, très difficiles à trancher et où probablement le sport y gagnerait car les pénalités sont devenues des armes politiques et médiatiques tout autant qu'une fuite d'huile contrôlée dans le moteur. Pour terminer et compliquer encore un peu plus la chose, on va parler des points sur la super licence. Oui, je vais vous l'expliquer. Vous pensez quand même pas qu'on va laisser un pilote faire n'importe quoi pendant l'éternité non plus. N'est-ce pas, Pastor Maldonado? Chaque pilote de F1 dispose de son permis de conduire de Formule 1 et devinez quoi, ils ont des points. Ou plutôt l'inverse, on leur applique des points s'ils font des conneries. Dans le cas de la F1, à 12 points cumulés, c'est une course de suspension automatique. Ce n'est encore jamais arrivé depuis que le système est en place, donc depuis 2014. Chaque point reste sur la super licence pendant 12 mois consécutifs. Donc si vous prenez 2 points, on va dire, pour un incident de course où vous êtes jugé responsable, ces 2 points s'effaceront dans 12 mois. Et du coup, vous cumulez si vous faites d'autres bêtises. Ne pas suffisamment ralentir sous un double drapeau jaune, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore, c'est une infraction au règlement et cela entrave la sécurité du pilote, des autres pilotes et des commissaires de piste. Généralement, on met une pénalité et si le commissaire sportif le juge nécessaire, on y applique un ou plusieurs points sur la super licence du pilote. Dans ce cas, c'est généralement 3 points. Gêner un autre concurrent en qualification, c'est une pénalité sur la grille et 1 point sur la super licence. Un tête-à-queue dans la voie des stands façon Valtteri Bottas, c'est 2 points sur la super licence. Ah oui, là, il y a de la mise en danger quand même de piétons dans la voie des stands. Alors, je n'ai pas trouvé de barème de points, mais ils sont toujours attribués en fonction de la gravité de l'infraction commise. Et jusqu'en Autriche cette année, on avait 3 pilotes qui n'avaient pas accumulé un seul point sur leur super licence et ça va probablement en étonner plus d'un. On avait Alonso, Schumacher et Max Verstappen. Alors oui, j'étais le premier étonné et bien qu'on puisse trouver Verstappen passablement agressif dans son pilotage et ses combats, il flirte régulièrement avec le règlement mais il n'a pas fait de bêtises et ce depuis plus de 12 mois jusqu'en Autriche cette année. Les plus mauvais élèves en revanche, on y retrouve Norris et Stroll qui sont tous les deux à 8 points et juste derrière on a Perez et Vettel en embuscade avec 7 et 6 points respectivement. Comme on l'a vu, on a plusieurs manières de sanctionner les pilotes et les équipes s'ils ne respectent pas les procédures ou le règlement. C'est même un sacré bordel parce qu'il y a presque une pénalité pour tout et ce à quoi en général les fans aiment répondre par « ce sont des grands garçons, laissez-les faire ». Et ça c'est un autre débat que j'avais déjà abordé d'ailleurs en 2019 qui mériterait d'ailleurs une bonne grosse mise à jour, mais je vous laisse avec la vidéo si jamais. Mais sans tout ce système complexe dans un sport où l'objectif est de gagner et où la manière de le faire passe forcément par trouver des zones grises du règlement pour être le meilleur, il est nécessaire d'avoir autant de règles et de sanctions pour éviter tout débordement. Mieux vaut prévenir que guérir.